C'est parfait, Gilles. Bon, très bien. Bon, merci pour cette invitation. Donc, on va discuter, brièvement, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, qui est un vaste sujet, et plus spécifiquement voilà, du raisonnement par le calcul. J'ai essayé de vous donner quelques éléments qui permettent de comprendre ou de démystifier si jamais vous vous posiez des questions. Donc, l'intelligence artificielle, en tous les cas, au sens du rapport Villani qui date de 2018, regroupe l'ensemble des techniques de l'art, enfin peu importe comment on le caractérise, qui permettent de reproduire le processus de raisonnement de l'humain. Donc c'est un très vaste sujet qui regroupe tout un tas de choses, tout un tas de mots-clés qui sont très à la mode actuellement, comme le deep learning, le machine learning, apprentissage par renforcement, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect définition. Après, il y a le côté vision du grand public qui est souvent fantasmé, notamment par Hollywood, où on associe aisément l'intelligence artificielle à la robotique. On a divers exemples, voire même une intelligence qui pourrait surpasser l'être humain et qui pourrait même être violente, et qui pourrait mettre dans les fantasmes les plus fous, mettre à mal l'humanité elle-même. Alors en 2019, là pour le coup, puisque ce sont des vidéos issues de 2019, la réalité de la robotique et donc de ce qui pourrait s'apparenter à l'intelligence artificielle, c'est celle que vous voyez dans ces petites vidéos, où vous avez par exemple sur la petite vignette en bas à droite, vous avez des robots qui jouent au football. Donc ça date de l'été 2019, où vous voyez que des choses aussi naturelles que la capacité à se tenir debout ou à se déplacer, c'est quelque chose de relativement compliqué. Donc là, pour ces robots qui jouent au foot, justement, c'est simplement parce que les organisateurs n'avaient pas songé que la moquette était un petit peu molle. Et donc, ce qui conduit à ça. Donc, on est face à ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. D'un côté, on a des intelligences artificielles qui font des choses assez bluffantes, et puis des choses aussi basiques que se tenir debout pour un humain sont relativement compliquées pour les robots. Un autre exemple qui également date de 2019, où si vous avez suivi l'actualité, le champion du monde du jeu de Go a été battu à plat de couture par une intelligence artificielle développée par Google, qui s'appelle AlphaGo. Et il n'a jamais réussi à la battre, et donc du coup, il a communiqué dans les médias en affirmant qu'il arrêtait sa carrière. Donc, alors, je me suis juste permis en fait de faire un petit comparatif. Donc, en 2016, parce que je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, en 2016, donc AlphaGo, c'était pas loin de 2000 CPU et donc de 280 GPU. Donc, si on ramène ça à son estimation énergétique, si on fait une comparaison énergétique, on est donc à 15 000 watts de consommation pour battre donc ce champion, face donc à un cerveau humain, ce champion qui consomme, renseignement pris auprès de Michel Lefranc, que vous verrez peut-être tout à l'heure, donc consomme 12,6 watts. Donc si on voulait faire une comparaison, en tous les cas, si on voulait vraiment être à égalité, ça voudrait dire que, si on voulait être objectif, il aurait fallu que AlphaGo batte le champion, soit en ayant 12,6 watts à sa disposition, ce qui est relativement peu, c'est-à-dire qu'il y a peu de machines qui consomment si peu, voire même pas du tout. Ou alors, il aurait fallu, si on voulait également, on pouvait prendre les choses dans l'autre sens, il aurait fallu prendre les 1200 meilleurs joueurs de Go qui jouent tous ensemble face à une seule machine pour pouvoir remettre les choses dans leur contexte. Donc, bon, au-delà de ces comparaisons, donc si je me ramène maintenant à l'IA, donc l'IA, ce n'est pas quelque chose qui est récent, bizarrement, puisque la première fois qu'on entend le terme, c'est en 1956, dans une conférence scientifique. Et bon, ça s'appuie globalement, même au sens du rapport Villani, sur le fondement de l'informatique,
qui est la machine de Turing, qui est en fait un modèle de calcul théorique qui fonde l'informatique. Et qui a ça de particulier, c'est que le modèle théorique a une réalité physique. Ce sont tous les dispositifs qu'on a face à nous, tous les jours, les ordinateurs, les téléphones mobiles, etc. Toutes ces machines sont des machines de Turing. Et donc la question finalement qui se pose, est-ce qu'une machine peut-elle résoudre tout? Si on prend par exemple la question de la géolocalisation, donc en gros, voilà, vous êtes n'importe où sur la planète, vous pouvez atteindre n'importe quel point sur cette planète grâce à la géolocalisation, donc le GPS. Typiquement, le GPS, c'est un algorithme qui date de 1959, donc qui est de Dijkstra. Donc ça, c'est faisable, c'est admirable, on pourrait dire que c'est de l'IA. Mais à côté de ça, une problématique qui est relativement proche du GPS, donc la question du boulanger, par exemple, qui voudrait réaliser sa tournée de pain en passant par différentes villes, mais en minimisant le nombre de kilomètres. Moi, ça, par exemple, on sait que c'est théoriquement impossible à ce jour, à moins de disposer d'un ordinateur quantique. Alors, ça peut paraître étrange de l'énoncer comme ça, mais pour autant, c'est un fait. Donc tout ça amène à penser, en tous les cas m'amène à dire que l'IA ne peut pas théoriquement tout résoudre. Donc maintenant, comment est-ce que l'on peut reproduire donc l'expertise humaine, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc la première façon d'aborder les choses, c'est d'avoir une approche formelle, c'est-à-dire que voilà, l'expert, en tous les cas l'informaticien ou le mathématicien, va discuter avec un expert afin de retranscrire, de modéliser ses connaissances, donc de construire un modèle numérique sur la base, par exemple, d'une expression sous forme de règles. Donc ça, c'est le premier type de raisonnement, donc, qui conduit au raisonnement automatique par la machine, et donc ce qui permet de simuler le raisonnement humain, notamment le raisonnement de la déduction, typiquement un jeu de sudoku, par exemple, où vous appliquez uniquement le mécanisme déductif dans ce cas-là, ou les raisonnements de l'abduction, comme l'émission d'hypothèses. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas de masse de données à gérer, donc c'est absolument pas corrélé à ce qu'on appelle le big data. L'avantage, c'est qu'on peut, dans ce cas-là, pratiquer ou appliquer l'adage qui consiste à dire qu'il y a beaucoup plus d'expertise dans deux têtes que dans une. L'autre approche, c'est une approche dont on entend beaucoup plus parler dans les médias, connexionniste, donc qui reproduit les mécanismes du cerveau humain, en tous les cas de l'apprentissage du cerveau humain, et qui pour ça s'appuie sur une masse de données. Et c'est sur cette base-là que se construit toutes ces techniques de deep learning, de machine learning, etc. Mais en amont de ça, il y a toujours ce qu'on appelle la qualification des données, donc vous avez toujours besoin d'une expertise. Et donc, grâce à ça, vous simulez donc, le troisième type de raisonnement humain, qui est le raisonnement inductif, c'est-à-dire tous ces raisonnements qui permettent éventuellement de lier une cause à une conséquence. Dans tous les cas de figure, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que une IA a forcément besoin d'une expertise biologique, c'est-à-dire que c'est forcément le résultat d'une expertise. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais expert humain, vous aurez une mauvaise IA, donc la qualité de l'expertise est déterminante. Il vous faut généralement beaucoup de données, à moins que vous souhaitiez faire une IA formelle, et il vous faut également énormément de ressources. Mais dans tous les cas, à ce jour, il n'y a pas d'IA qui soit créée par une IA. Donc ça veut dire qu'une intelligence artificielle ne peut pas être conçue sans l'humain. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas face à un problème de régression infinie, comme voilà, la question de l'œuf ou de la poule, qu'est-ce qui est venu en premier. Là, on sait forcément que l'intelligence première, c'est l'intelligence humaine. Donc, d'un point de vue beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique, maintenant, enfin, bon, je vous livre mon point de vue, c'est que l'IA peut être perçue comme un chien d'avalanche, finalement, puisque quand vous avez une catastrophe comme ça, les humains pourraient très bien se débrouiller tout seuls, pour retrouver les accidentés.
Par contre, s'ils ont à leur disposition un chien d'avalanche, donc qui a certaines capacités, qu'ils ont entraîné pour ça, à ce moment-là, ça va leur faire gagner un temps précieux. On est exactement dans ce cas de figure lorsque l'humain utilise l'IA. Donc, bon, vous avez un certain nombre d'exemples. Donc, les exemples dont on entend beaucoup parler, c'est tout ce qui permet l'aide à la décision, que ce soit notamment la décision médicale, ou l'aide à la conception de médicaments. Il y a fort à parier, par exemple, que les récents vaccins nouvelle génération du Covid aient été modélisés et optimisés grâce à des algorithmes, donc à des IA. On peut avoir des choses un peu plus délirantes, comme les prédictions de décisions de justice, etc., voire même la surveillance, la prédiction d'actes malveillants. Donc, surtout ça en Israël, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, si maintenant je me ramène à l'histoire, finalement, on est au début du XXIe siècle, il est déjà entamé, mais on est au début du XXIe siècle, et en fait, on se ramène à peu près au même cas de figure que ce qu'on pouvait constater au début du XXe siècle, où on avait une mécanisation du geste. Là, c'est exactement la même chose avec l'IA. La seule chose qui est un peu bluffante, c'est que ça touche essentiellement le secteur tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est relevé exclusivement de l'humain. Donc, quoi retenir de tout ça à la fin? Donc, voilà, une IA ne peut pas créer une autre IA, donc il y a forcément un humain à la base. Notez au passage que s'il y avait une intelligence artificielle, on pourrait imaginer qu'il y ait une bêtise artificielle. Or, quand un ordinateur se trompe, on ne dit pas qu'il est bête, on dit juste qu'il s'est trompé. Donc là, il y a une part de psychologie qui rentre en jeu, en tous les cas, la part de sens commun humain qui rentre en jeu. Un point également à retenir, c'est que les machines font des erreurs de calcul, contrairement à ce qu'on pourrait supposer. Donc, un ordinateur peut se tromper. Les machines ne peuvent pas tout résoudre, donc les humains non plus. Un exemple qui est souvent montré dans les médias, c'est cette capacité qu'ont les machines à reconnaître quelque chose dans une image, donc notamment un chat, par exemple. C'est un exemple typique. Posez-vous la question de savoir combien de fois vous allez devoir montrer un chat à un enfant. En fait, 2-3 fois, vous allez pouvoir lui expliquer qu'un chat, c'est un chat, et parce que c'est mignon, etc., le jeune enfant ne se trompera plus. Une IA, il va lui falloir consommer des millions d'images où il y a des chats, et des millions d'images où il n'y a pas de chats, pour pouvoir faire le distinguo à un moment donné. Voilà. Et donc, voilà, pas d'IA qui soit capable de construire d'autres IA. Je vous remercie. J'ai dépassé un peu, je pense. Je vous prie de m'excuser. Merci Gilles, non, aucun souci parce que je crois que Mohamed a encore un petit peu de difficulté pour se connecter, sinon on passera à la présentation de Nicolas Z. Vous avez 5 minutes en fait pour poser des questions, donc vous avez un petit onglet questions qui vous permet de poser une question si vous en avez une. Ce qui est intéressant si vous voulez aujourd'hui, c'est que effectivement, Gilles a été assez modeste quand même je trouve sur l'IA parce que il pourrait aussi vous dire qu'à Villers-Bretonneux par exemple a été créée une IA qui permet de détecter, alors je dis des bêtises en 5 minutes à peu près, si par exemple un enfant est autiste Asperger, juste en ayant une caméra qui va suivre le mouvement de ses yeux, le mouvement de sa tête. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un vrai sens pour des sujets très spécifiques. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Gilles, là-dessus. Oui, tout à fait. C'est en gros, voilà, il n'y a pas une IA, il n'y a pas une intelligence. Enfin, de même qu'il n'y a pas qu'une seule intelligence humaine, il n'y a pas une intelligence artificielle. Donc, en gros, une intelligence artificielle, typiquement, c'est un algorithme, quoi. C'est un programme et il est nécessairement créé par l'humain. Alors, donc une question de Gilles Cassel. Alors, pourquoi une IA ne pourrait-elle pas créer une IA a priori, pour l'instant, les seuls… alors, je dis pas que c'est impossible. Et ce que je dis, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'IA qui soit capable, en tous les cas, de faire cela efficacement.
les seuls exemples que j'ai pu trouver, donc des exemples techniques, hein, j'entends, c'est ce qu'on appelle des algorithmes évolutionnaires qui permettent de configurer, en gros, de régler certaines IA. Donc ça reste relativement, pour moi, ça reste relativement sommaire. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, ça soit pas le cas. Hein. On a une autre question, d'ailleurs, Gilles, alors de Renaud Perret. Pas d'IA sans expert, c'est vrai, sauf pour le chatbot de Microsoft, existe-t-il des projets d'IA alimentés par la communauté? Pas d'IA sans expert. Alors à ce moment, pas d'IA sans expert, ça veut dire qu'on tombe, alors effectivement, on va tomber du côté de ce qu'on appelle les IA non supervisées, qui sont uniquement basées sur l'analyse de données. Mais là, on reste dans un cadre mathématique, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des études, enfin, ça relève de la statistique, du pur modèle mathématique. Parce qu'il y a un point que j'ai également pas précisé, c'est que la reproduction des modèles intelligents, ce sont avant tout des modèles mathématiques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la simulation du processus de réflexion biologique, ça existe, mais on en est à ses balbutiements. C'est tous ces systèmes qui permettent, ce qu'on appelle les SNN, donc qui permettent de reproduire les impulsions électriques dans le cerveau et donc qui permettent de connecter des dispositifs physiques, électroniques, à des neurones qui sont biologiques. Donc, c'est le truc d'Elon Musk dont on a entendu parler là, juste après l'été. Alors, on a une autre question, une autre remarque. Henri Perret nous parle d'intelligence contextuelle. Contextuelle, c'est-à-dire? Alors, je ne sais pas si, M. Perret, vous pouvez nous préciser votre question. Il nous reste un petit peu de temps. Alors, j'en profite le temps que M. Perret nous précise sa question pour vous dire que l'intelligence artificielle est accessible aussi à des PME. Notamment, vous avez un dispositif que vous connaissez peut-être, pour certains d'entre vous, qui s'appelle le CIFRE, qui permet de recruter en fait un doctorant ou un chercheur dans son entreprise pour pouvoir en fait monter un projet et à des coûts qui sont accessibles justement à des PME. Nous, au sein d'une de nos filiales, c'est ce qu'on monte actuellement, parce qu'on a le sentiment que l'intelligence artificielle peut répondre, enfin un réseau deep learning neuronal peut répondre à certaines de nos questions. On fait ça avec l'université Picardie Jules Verne et c'est assez formidable. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est assez peu connu et qui est vraiment très, très efficace. On va dépasser un tout petit peu le temps parce que M. Perret nous a précisé sa question. Gilles, je ne sais pas si tu vois, mais… Oui, je vois la question. Alors, changer de contexte et d'en tirer des conclusions. Thibaut Gauthier. Donc, changer de contexte et d'en tirer des conclusions. Bon, je dirais oui, pourquoi pas. Enfin, ce sont des intelligences qui sont génériques, c'est-à-dire qu'encore une fois, à partir du moment où, derrière tout ça, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce sont toujours des mathématiques et une convergence de fonctions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à minimiser quelque chose, et donc, votre contexte, à partir du moment où vous le modélisez, donc si au sens large, vous pouvez modéliser un contexte, donc et là, on va tomber dans dans des concepts qui sont philosophiques. D'ailleurs, il y avait Gilles Cassel qui posait une question tout à l'heure, il aurait sûrement des idées là-dessus. Donc, à partir du moment où on peut avoir un modèle générique de ce qui est un contexte et du raisonnement qui est associé, j'y vois rien qui pourrait l'empêcher, en tous les cas. Et donc, de tirer des conclusions, oui. On a la question aussi de… Les mêmes mécanismes qui sont mis en jeu, hein, c'est-à-dire adduction, déduction et induction. Pour les questions qui restent, je vous suggère de les répondre par écrit pour qu'on puisse… On va peut-être, comme Mohamed n'est toujours pas réuni, on va peut-être en profiter pour répondre à deux autres questions. Celle de Thibaut Gauthier, notamment, avez-vous des exemples d'utilisation de l'IA pour améliorer les performances sportives ? Oui, ça se fait dans
dans le sport d'équipe. Alors, les performances sportives, bon, ça dépend de quel sport on parle. Mais bon, dans les jeux, dans les sports collectifs, ça se fait, notamment en basket, en hockey, au football également, ou sur la base de trackers qui peuvent être mis sur les joueurs, pouvoir analyser, interpréter des phases de jeu gagnantes, des phases de jeu perdantes, éventuellement prévoir les blessures, ce genre de choses. Dans le football, ça se fait surtout à haut niveau. Alors, je sais qu'Amiens était doté de ça lorsqu'ils étaient en Ligue 1, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, il y en a peu en Ligue 1 qui utilisent ce type de dispositif et ce type d'approche. Mais en tous les cas, il y a fort à parier que ça donne des choses. Aux États-Unis, en NBA notamment, ça a l'air d'être l'usage, je pense que je n'ai vu. Et après, les principes d'amélioration ou d'optimisation du sportif, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça peut se faire avec de l'intelligence artificielle, mais ça peut aller du geste optimal du golfeur, par exemple, au tennisman, au suivi des constantes physiologiques du coureur de fond. Enfin, bon, voilà, tout ça peut relever de l'IA, puisqu'il s'agit de l'analyse de données finalement. Alors, on a une autre question de Bertrand Wallon du groupe Caisse d'Épargne qui demande qu'est-ce qui permet de dire aujourd'hui que les limites de l'IA resteront au niveau actuel? Rien ne permet de le dire pour l'instant, puisque en tous les cas, ça serait bien prétentieux de ma part, puisqu'on pensait au début des années 2000 que toutes les approches connexionnistes, donc les réseaux neuronaux, c'en était terminé pour toutes ces technologies. Alors qu'en fait, le seul mur qu'elle rencontrait, c'était le mur de la puissance de calcul. Donc, quand les puissances de calcul sont devenues suffisantes, c'est là que toutes ces choses un peu magiques sont arrivées, que l'exploitation faite dans le monde industriel a pris son essor. Donc, dire qu'on est à la limite maintenant, je ne m'avancerai pas à ça, puisque pour moi, la limite, pour l'instant, c'est la puissance de calcul, quoi. Plus gros est le cerveau, meilleure sera l'intelligence. Je ne vois pas pourquoi il en serait différemment à l'avenir. Donc, en résumé, l'augmentation, l'amélioration des performances des machines vont permettre aussi forcément d'aller plus loin dans l'intelligence artificielle. Je vois rien qui puisse aller. J'ai pas d'éléments qui puissent me affirmer que ça n'ira pas dans ce sens-là. Ce qui est assez intéressant, même si comment dire, je sais qu'il y a des travaux qui disent voilà, on est à la limite, etc. À la limite de la qualité, c'était le genre de discours qu'on entendait à la fin des années 90, et pour autant, ça n'a pas été le cas. Donc vaut mieux apprendre du passé maintenant. Alors, écoute, merci Gilles pour toutes ces réponses. Je crois que ça ouvre beaucoup de perspectives aussi. L'IA, effectivement, permet de résoudre des problèmes qui, du fait des limitations technologiques, ne pouvaient pas être résolus jusqu'ici. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à construire dans ce domaine. Un petit peu à l'image de la blockchain qui était extrêmement, qui était très fréquemment dans les médias récemment. On se rend compte aujourd'hui que la blockchain a certaines utilités, mais ne va pas non plus remplacer l'informatique de manière globale. Eh bien, l'IA, c'est la même chose. Il y a quand même je sais que les parents, notamment d'enfants atteints d'autisme à Asperger, apprécieront ces possibilités. Alors, Christophe Léniel, qui interviendra tout à l'heure, nous fait une mention spéciale pour une startup qui s'appelle Posos, qui a une intelligence artificielle dans le domaine de la santé et qui est hébergé à Amiens Le Lab. Voilà, merci Christophe pour cette précision. Merci Gilles. S'il y a d'autres questions, éventuellement, n'hésite pas à y répondre par écrit.